fait sa pause, son thé ou quoi que ce soit. On va continuer donc avec la télésurveillance. Juste avant, il y avait 2-3 questions qui restaient sur la titration auxquelles je vais essayer de répondre vraiment très vite. Sur l'organisation concrète des consultations, les plages de consultation. Donc, en effet, c'est un élément crucial, hein, c'est qu'il faut prévoir une plage de consultation pour les consultations de titration faites par l'infirmière ou l'infirmier. Et donc, c'est comme une consultation médicale, hein, donc c'est un créneau qu'il faut prévoir. Et donc, un box de consultation, que ce soit dans le cabinet ou l'hôpital, encore une fois. Donc, en général, c'est une demi-journée de consultation, comme la plupart des consultations médicales à l'hôpital souvent. Et en moyenne, un infirmier fait 4-5 consultations. Donc, quand ils commencent à être aguerris, ça monte à 5 consultations, ce qui est un standard assez qui tient, 5 consultations. Sur une demi-journée, avec une première par exemple et 4 suivis, parce que la première va plutôt durer de l'ordre de 3 quarts d'heure, 1 heure, et les suivis plutôt d'une demi-heure, 40 minutes selon le patient. Ensuite, il y avait la question du compagnonnage et de la progression. Donc en fait, idéalement, si vous avez organisé ces consultations d'une demi-journée, vraiment ce qui marche très très bien, c'est quand le cardiologue délégant a sa consultation en parallèle, et au fur et à mesure, l'infirmier, vous allez faire la consultation ensemble, délégant, délégué, et puis au fur et à mesure, ça va être l'infirmier qui va faire le premier quart d'heure, la première demi-heure, puis après la totalité, et le médecin va venir conclure, enfin confirmer en fait, ou infirmer ou modifier la conclusion de l'infirmier. Et donc s'il a ses propres consultations dans un box à côté, ça c'est vraiment le top. Si vous y arrivez, parce que vous allez aller très vite dans le compagnonnage et c'est très fluide et très agréable pour les deux. Et en plus, tout le monde identifie bien du coup cette consultation de titration qui va rester et qui va être gérée par l'infirmier totalement ensuite. Voilà. Et dans l'organisation délégant-délégué aussi, c'est fluide puisqu'il garde sa consultation à côté, et donc c'est facile de franchir la porte ou de se déranger entre deux consultations parce qu'ils sont sur un même rythme de consultation. Ce qu'il faut penser, c'est la préparation de ces consultations, ce qui peut être différent du cardiologue. Donc un infirmier pour une demi-vacation, donc une demi-journée de consultation, donc 5 patients, il faut compter une demi-journée de préparation. Alors je sais qu'il y en a qui font des grands yeux quand on dit ça. C'est vraiment une bonne pratique, une recommandation de bonne pratique, et ça change absolument tout sur la façon de réaliser cette consultation. Voilà. Question dernière qui était les patients. Est-ce qu'il y a des patients qui refusent ou qui sont étonnés, voire choqués ou surpris que ce soit un infirmier qui fasse leur prescription et qui partent sans avoir vu de cardiologue devant eux? Bah non, en fait, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, ça se passe tellement bien que ça arrive parfois que même les patients confondent le médecin et l'infirmier, le délégant et le délégué, notamment les anecdotes qu'on aime bien raconter, où Michel, qui est donc un des infirmiers collègue de Sandrine que vous avez vu tout à l'heure et d'Aurélia que vous allez voir. Michel qui est un peu plus âgé, qui faisait les consultations en binôme avec Diane Baudez, et Diane qui était beaucoup plus jeune que lui, et donc c'était Diane l'infirmière pour les patients et c'était Michel le médecin, et donc c'était docteur Michel Frola. Et donc à chaque fois il fallait rappeler que non, c'est lui l'infirmier, c'est moi le médecin. Donc non, franchement les patients, il n'y a pas de sujet. Voilà. Elles pourront compléter tout à l'heure. Donc je laisse la parole à Sylvia Oguina et Aurélia Gauchard pour la télésurveillance. Bonjour à tous, merci Armelle, bienvenue. On est ravis, Aurélia Gauchard et moi, de vous présenter ces quelques diapos sur l'activité de télésurveillance. Alors je sais que certains d'entre vous ont déjà initié une activité de télésurveillance et j'espère que vous y retrouverez. Donc la première question à se poser, c'est de savoir pourquoi déployer une activité de télésurveillance dans votre service de cardiologie. Sandrine vous a montré tout à l'heure tout le champ d'action d'une cellule de coordination de l'insuffisance cardiaque, et donc aujourd'hui, maintenant, on va s'intéresser au rôle de l'infirmier dans le cadre de la télésurveillance et des consultations non programmées. Les bénéfices qui sont attendus pour l'équipe soignante, c'est de faire face à un certain nombre d'enjeux qui sont fondamentaux. Nous savons tous qu'il y a une tension sur la démographie médicale avec de plus en plus de patients et de moins en moins de docteurs, et un diagnostic de plus en plus fréquent d'insuffisance cardiaque. Et il y a donc une nécessité de fluidifier les choses et d'améliorer le parcours de soins du patient. D'autre part, un point qui je pense est fondamental, et Sandrine et Aurélia vous en parleront beaucoup mieux que moi, c'est l'attractivité de l'évolution des carrières paramédicales.
Le dernier point, c'est que on s'intègre dans une collaboration beaucoup plus importante entre personnels soignants médicaux et paramédicaux, et c'est un réel plaisir de monter tout ce parcours de soins qui est beaucoup plus fluide en collaboration étroite. L'objectif final étant quand même et malgré tout d'optimiser le temps de tous et d'améliorer le parcours de soins des patients. Le bénéfice pour les patients est évident, énormément de patients en soins cardiaques en France, de plus en plus, comme je vous le disais, beaucoup de jours d'hospitalisation, et ces hospitalisations sont la plupart des cas évitables puisque les patients présentent des signes qui sont annonciateurs de la décompensation cardiaque dans les jours qui précèdent leur premier jour d'hospitalisation, et donc la télémédecine dans ce cadre-là présente un rôle majeur pour prévenir les cas de décompensation cardiaque et permettre aux patients de rester à domicile en intervenant précocement dans le cadre d'une nouvelle décompensation cardiaque. Comme je vous disais, un parcours de soins qui est actuellement complexe, avec un grand nombre d'hospitalisations et puis un taux de réhospitalisation post-décompensation cardiaque qui est très important et associé à une mortalité importante des patients. Les patients sont confrontés à un certain nombre de problèmes. Il y a une importante méconnaissance du diagnostic. On est tous surchargés à l'hôpital, et donc l'objectif de déployer ce type d'activité de télésurveillance, c'est d'améliorer la connaissance de la maladie de la part du patient en organisant des consultations d'annonce et des sessions d'éducation thérapeutique itératives dans le cadre du suivi. Le suivi est souvent complexe, parfois inadapté, et donc la télésurveillance va permettre d'améliorer le parcours de soins du patient en ayant un contact rapproché avec nos équipes paramédicales et fluidifier tout ça. Dans le même esprit, on va essayer d'améliorer la coordination entre les professionnels de santé, améliorer le lien entre la ville et l'hôpital et essayer de rendre un peu plus homogène la prise en charge des patients en se mettant en lien avec les diététiciens, le programme Prado, les infirmiers libéraux des patients, établir des liens avec l'hospitalisation à domicile. On pourrait imaginer par exemple qu'un patient qui fait un tableau de décompensation cardiaque qui n'a pas de bénéfice pour des actes interventionnels à venir à l'hôpital, on pourrait le prendre en charge directement en hospitalisation à domicile pour mettre en place une seringue électrique de diurétique. Et puis, bien sûr, se poser un certain nombre de questions, l'optimisation médicamenteuse avec la titration que vous ont montré M. Hittinger et Sandrine tout à l'heure, et puis le lien avec la réadaptation cardiaque. Tout ça ayant pour objectif d'améliorer la qualité de vie des patients et de limiter l'engorgement des services d'urgence en créant des circuits courts en cas de décompensation cardiaque. Toutes les actes de télésurveillance sont réglementés par ce qu'on appelle le parcours étape, l'expérimentation de télémédecine pour l'amélioration du parcours en santé. Étape fixe, les textes qui sont préfigurateurs, Armelle vous en parlera beaucoup plus longuement la semaine prochaine, mais l'objectif est de cibler des patients qui sont insuffisants cardiaques mais à haut risque de décompensation cardiaque. Bien sûr, télésurveiller des patients qui vont très bien et qui sont parfaitement stabilisés, ça n'a pas de sens. Et l'objectif, c'est surtout d'améliorer la qualité de vie des patients en stabilisant leur maladie via l'éducation des patients, via une meilleure connaissance de la maladie et encore une fois une amélioration du parcours de soins. Donc étape définit le concept de télésurveillance, c'est le suivi d'indicateurs cliniques et biocliniques à distance avec une identification des alertes nécessitant une intervention qui sera du coup médicale ou paramédicale. La population ciblée, c'est des patients qui sont insuffisants cardiaques mais à risque de décompensation cardiaque sur leur insuffisance cardiaque chronique. Les critères d'inclusion ont été simplifiés en 2020 dans le contexte de Covid. Ils ont été simplifiés avec uniquement une nécessité d'une dyspnée symptomatique NYHA supérieure ou égale à 2 et un taux de BNP supérieur à 100 ou de NT-proBNP supérieur à 1000. Il y a bien sûr des critères d'exclusion, de non-éligibilité. Les patients qui sont dialysés, puisqu'ils sont en général contrôlés sur le plan de la volémie, les patients en sang hépatique sévère pour lesquels le suivi peut être complexe, la non-adhésion ou le refus d'accompagnement sont bien entendu des critères d'exclusion. Une espérance de vie hors insuffisance cardiaque inférieure à 1 an ne permet pas d'inclure un patient en télésurveillance. C'est bien sûr probablement très subjectif, je pense. Et l'absence de domicile fixe rend bien entendu la livraison de la balance assez complexe. L'inclusion en télésurveillance peut être faite par un certain nombre de professionnels de santé, le cardiologue bien sûr, le médecin généraliste, le gériatre. La télésurveillance peut être faite par bien sûr le cardiologue du patient, un autre cardiologue, mais aussi une infirmière ou un infirmier dans le cadre du protocole de coopération en sens cardiaque. Médecins généralistes titulaires d'un DU d'insuffisance cardiaque peuvent aussi réaliser des actes de télésurveillance.
L'accompagnement thérapeutique peut être réalisé par l'industriel ou par les infirmiers. Il y a des prérequis administratifs, je ne rentrerai pas dans le détail, c'est la spécialité d'Armel. En termes d'études de télésurveillance, il y en a eu un certain nombre. Je pense qu'on peut s'attarder sur 2 en particulier. TIMHF, qui est une étude allemande, qui, je pense, a boosté tout le monde pour l'envie de déployer des activités de télésurveillance, puisqu'elle avait montré une réduction de 20% des décès et hospitalisations pour insuffisance cardiaque et 30% de la mortalité toute cause. Le seul petit bémol, c'est que cette étude a extrêmement bien fonctionné, mais avec une présence constante du personnel soignant autour du patient, puisqu'il y avait une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 des cardiologues et des infirmiers, un modèle qui est très probablement peu reproductible dans l'état actuel des choses. Tout le monde attendait avec beaucoup d'impatience les données d'OSICAT. OSICAT, c'est l'étude française qui a été dirigée par Michel Galligné à Toulouse, qui malheureusement est sorti négatif sur le critère de jugement principal qui était décès toute cause et hospitalisation non programmée. Mais quand on regarde un peu dans le détail, il y a possiblement un bénéfice chez les patients les plus symptomatiques, puisque le délai avant la première hospitalisation pour décompensation cardiaque était significativement plus long que les patients qui étaient dans le bras surveillance standard. Et puis, on remarquait aussi un bénéfice chez les patients qui étaient isolés dans le contexte de l'encadrement, du côté un peu enveloppant d'une C6, et en particulier s'ils étaient adhérents. Alors, quelques petits bémols sur cette étude. Les données de télésurveillance n'étaient remontées que de manière très rare, une fois par semaine, ce qui est très probablement pas suffisant pour prouver un bénéfice à la télésurveillance. Parfois, le patient en sang cardiaque, une semaine plus tard, c'est beaucoup trop tard. On est obligé de l'hospitaliser, on n'a plus le choix quand il est à plus 7-8 kilos. Et puis peut-être que le critère de jugement principal, l'objectif de réduction de 30% des décès hospitalisation toute cause était peut-être un peu trop gourmand. Des solutions de télésurveillance, il y en a énormément et il y en a de plus en plus. La plupart proposent l'association entre une balance connectée et une tablette numérique sur laquelle les questions vont pouvoir, sur laquelle les patients vont pouvoir répondre à un certain nombre de questions. D'autres vont proposer un saturomètre connecté, un brassard à tension connecté, et puis il y a certaines solutions qui sont beaucoup plus simples, qui envoient juste des mails aux patients. Ils sont censés répondre à un certain nombre de questions, et c'est un auto-remplissage du poids. Donc voilà, tout existe, et c'est à chacun de trouver la solution de télésurveillance qui répond à son besoin en fonction de la patientèle que vous avez. Donc pour conclure, la place de la télésurveillance à l'hôpital, elle me semble maintenant aujourd'hui dans mon exercice absolument primordiale. On repère les patients qui sont admis pour décompensation cardiaque dans l'unité, on se pose systématiquement la question de la pertinence de la télésurveillance. Si on la pense pertinente, on va les inclure dans notre protocole de télésurveillance, comme ça vous a été expliqué tout à l'heure. On va assurer le télésuivi, la gestion des alertes. Et enfin, on va essayer d'éviter des décompensations cardiaques en prenant en charge au domicile précocement via une majoration des diurétiques les premiers symptômes de décompensation cardiaque. Et en cas de recours à des hospitalisations, ça arrive toujours, on va créer un circuit simplifié pour éviter aux patients le passage via les urgences. Donc je vais maintenant vous parler de la mise en place de la télésurveillance. Donc à l'hôpital Henri Mondor, c'est l'équipe de la C6 qui réalise donc la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque. Donc équipe qui vous a été précédemment présentée par ma collègue Sandrine. Et c'est la même équipe qui réalise les consultations de titration. Donc comment se passe la sélection de nos patients et la décision de leur inclusion? Donc la plupart des patients qui nous sont adressés sont hospitalisés pour décompensation cardiaque dans les différentes unités de cardiologie de l'hôpital. Mais nous avons de plus en plus régulièrement des demandes provenant d'autres services comme l'unité de médecine gériatrique. Les patients peuvent également nous être adressés au décours d'une consultation par le cardiologue traitant. Actuellement, un médecin qui souhaite faire admettre un patient dans le programme de télésurveillance doit nous remettre une fiche d'inclusion. Cette fiche d'inclusion va nous permettre de vérifier que le patient réponde bien aux critères d'inclusion, qui ont été modifiés donc en 2020. Le patient doit avoir une NYHA supérieure ou égale à 2 et un BNP supérieur à 100 ou un NT-proBNP supérieur à 1000. Donc il ne doit pas présenter de critères de non-éligibilité. Une fois ces critères vérifiés, donc, nous remettons au patient un fascicule qui comporte donc notre ligne directe où il peut nous contacter du lundi au vendredi et qui reprend donc les différents signes d'alerte EPOF qu'il devra désormais surveiller quotidiennement.
Donc préférablement, nous prenons contact avec le patient soit à son chevet lorsqu'il est hospitalisé, soit à la suite d'une consultation. Et donc dans le service, nous bénéficions d'un kit de démonstration, ce qui nous permet de réaliser un atelier balance. Donc nous présentons au patient le matériel qu'il recevra par la suite à son domicile, qui est composé donc d'une tablette et d'une balance connectée. Et nous lui expliquons qu'il devra répondre quotidiennement à 8 questions et se peser tous les matins au lever après avoir uriné. Cela permet au patient donc de manipuler et de se familiariser avec le matériel et de se rendre compte du temps que ça lui prendra quotidiennement, donc pas plus de 5 minutes globalement. De notre côté, ça nous permet d'évaluer si le patient sera capable d'utiliser le matériel. Donc chez nous, la démonstration du matériel, elle est systématiquement couplée avec un entretien d'inclusion. Auparavant, donc, nous prenons connaissance du dossier médical du malade, avec son type de cardiopathie, ses antécédents, les traitements en cours, son bilan biologique de base avec sa fonction rénale et son NT-proBNP, également son poids sec et sa NYHA. Donc cet entretien d'inclusion, il est indispensable, d'une part pour confirmer les critères d'autonomie, donc pas seulement l'utilisation du matériel, mais nous nous intéressons également à la préparation des thérapeutiques au quotidien. Est-ce que le patient sera capable de modifier lui-même ses traitements? Sera-t-il capable de se rendre au laboratoire ou de prendre rendez-vous pour effectuer les biologies de contrôle? Si ce n'est pas le cas, possède-t-il dans son entourage une ou plusieurs personnes ressources qui pourront l'aider au quotidien pour le suivi de la télésurveillance et éventuellement mettre en place une infirmière à domicile si ce n'est pas le cas. Un critère fondamental, c'est la motivation du patient qui est souvent garante d'une bonne adhésion du malade au programme. Ensuite, nous expliquons donc le but et l'intérêt de la télésurveillance au patient, donc qui est d'éviter ou de prendre en charge précocement la survenue d'éventuelles décompensations cardiaques, dans le but évidemment de le maintenir au maximum à la maison et de lui éviter toute hospitalisation. Nous clarifions avec lui les champs d'action des différents intervenants. Donc nous lui expliquons bien que notre rôle se limite à la gestion des épisodes de décompensation cardiaque et qu'en aucun cas, nous ne remplaçons le suivi par le médecin traitant ou le suivi par le cardiologue traitant. Nous recueillons son accord et ses données logistiques, donc ses coordonnées, celles de son médecin traitant, de son cardiologue traitant, de son laboratoire, éventuellement de son infirmière à domicile et de sa personne aidante. Et nous réalisons systématiquement un bilan éducatif afin d'identifier les connaissances du patient sur la maladie, sur la reconnaissance des signes EPOF, donc les signes d'alerte, et sur le régime hyposodé. Donc il est très important d'identifier en priorité les risques de non-observance, donc qui concernent surtout les patients qui présentent un déni de la maladie ou une dépression ou des problèmes cognitifs. Et il est essentiel d'identifier les différents modes de communication qui nous seront indispensables pour la suite de la prise en charge, donc téléphone, mail du patient, de son entourage très proche et de son infirmière à domicile. Donc il faut faire attention à la distance du domicile du patient et d'emblée, il faut essayer de présenter les règles du jeu au patient en cas de non-observance. Donc nous nous sommes rendus compte que pour certains patients, très rapidement, ils ne nous répondent pas au téléphone lorsqu'il y a une alerte, ou ils ne nous recontactent pas ou n'effectuent pas les biologies au moment demandé. Et ça rend notre prise en charge moins optimale et ça devient très vite chronophage pour notre équipe. Donc nous avons fait le choix de mettre en place une charte d'engagement il y a quelques mois. Cette charte donc explique aux patients l'engagement de la C6 envers eux, mais le patient doit aussi remplir certains engagements envers notre équipe pour que la prise en charge se déroule bien. Donc une fois le consentement et l'accord du patient recueillis, donc nous établissons différents documents. La prescription de télésurveillance pour une durée de 6 mois, la prescription d'accompagnement thérapeutique pour une durée de 6 mois également, qui peut être dispensée soit par le prestataire, soit par l'équipe de télésurveillance. Nous envoyons systématiquement un courrier aux médecins traitants et aux cardiologues traitants pour les informer de l'entrée dans le programme de leur patient et de son consentement. Et nous envoyons une fiche d'inclusion à notre prestataire. Donc le matériel de télésurveillance et le principe. Donc le matériel est constitué d'une tablette et d'une balance connectée. Donc les données recueillies, les données cliniques du patient sont réceptionnées par notre partenaire et sont affichées sur un tableau de bord via un site internet, tableau de bord que vous pouvez voir apparaître en bas à droite. Les données cliniques sont systématiquement donc interprétées automatiquement selon un algorithme qui crée des alertes automatiques. La gestion des alertes de télésurveillance.
Donc le statut de tous nos patients télésurveillés est actualisé en temps réel et nous effectuons une consultation quotidienne de notre tableau de bord les jours ouvrables. Il faut savoir que légalement, la surveillance doit avoir lieu au minimum une fois par semaine. Donc sur le tableau de bord en bas à droite, vous pouvez voir que nous avons là un patient qui est en préalerte, qui apparaît en rouge, et donc c'est notre prestataire qui va le contacter dans un premier temps. Donc les alertes. Donc le traitement informatique des données cliniques est journalier. Si notre patient est stable, il apparaît en verte, donc il n'y a pas d'alerte. Si notre patient apparaît en rouge, c'est qu'il y a une alerte qui a été créée par le logiciel selon des critères prédéfinis, critères qui correspondent pour le patient soit à une prise de poids de 2 kg ou plus en 2 jours, soit à une prise de poids de 3 kg ou plus en 5 jours, soit le patient a répondu positivement à au moins 2 questions concernant les symptômes de l'insuffisance cardiaque. Donc dans un premier temps, c'est notre prestataire qui va contacter le patient pour différencier les alertes techniques des alertes médicales. Donc tous les appels qui sont passés par les infirmiers du prestataire nous sont retranscrits par écrit et apparaissent sur notre tableau de bord, que ce soit des alertes médicales ou des fausses alertes. Qu'est-ce qu'on appelle fausse alerte? Donc c'est soit un problème technique, une dysfonction du matériel de la balance, soit le patient s'est pesé dans des conditions différentes, donc avec ses chaussons, son manteau, soit c'est une tierce personne qui s'est pesée à la place de notre malade le matin. Donc si la fausse alerte est confirmée, donc le patient revient en vert. Si la fausse alerte est écartée, l'alerte médicale est confirmée et donc elle nous est transmise pour que nous la traitions. Donc là, vous voyez apparaître un exemple de fausse alerte. Donc vous pouvez voir qu'il y a un problème de pesée le 16 puisque notre patient a perdu 2,5 kg en une journée. Donc il y a une fausse alerte qui apparaît le 17 puisque le patient présente une prise de poids de 2,2 kg en un jour. Et il y a également une fausse alerte qui apparaît le 21 puisque notre patient présente une prise de poids de 3,2 kg en 5 jours. Donc là, typiquement, soit la balance dysfonctionne, soit c'est un membre de la famille qui a utilisé la balance à la place de notre patient. Donc dans un premier temps, il est très important donc d'éliminer une fausse alerte. Ensuite, donc, nous reprenons l'histoire clinique du patient et ses antériorités d'alerte, donc parce que souvent nos patients décompensent sur le même schéma. Nous évaluons ensuite la sévérité du patient, donc grâce à une évaluation téléphonique que nous pouvons compléter par un bilan biologique. En cas de décompensation cardiaque avérée, nous recherchons systématiquement le facteur déclenchant. Donc tout cela dans le but d'éviter une décompensation cardiaque sévère. Pour cela, nous majorons précocement les traitements diurétiques PEROS. En cas de non-réponse du patient à nos modifications thérapeutiques, nous pouvons organiser une consultation non programmée. Et si notre patient présente des critères de sévérité, nous pouvons l'hospitaliser directement dans notre service de cardiologie sans passage par les urgences. Si le patient présente des symptômes sans lien avec l'insuffisance cardiaque, nous pouvons l'orienter directement vers son médecin traitant. En cas d'alerte, nous effectuons systématiquement un suivi de nos malades à J1. Donc nous disposons d'arbres décisionnels qui nous guident lors de l'évaluation téléphonique avec le malade. Ça nous permet de mener un interrogatoire standardisé avec des questions systématiques qui recherchent l'aggravation des différents symptômes de l'insuffisance cardiaque. Ces arbres décisionnels donc, définissent également des critères de gravité et de sévérité que vous pouvez voir apparaître à droite, qui nécessitent que soit nous appelions notre délégant, soit nous orientons directement le patient vers le SAMU. En cas de décompensation cardiaque avérée, donc on différencie la décompensation cardiaque à minima, qui correspond à une prise de poids inférieure à 2 kg, de la décompensation cardiaque modérée, qui correspond à une prise de poids comprise entre 2 et 5 kg. En fonction, donc nous allons majorer les doses des traitements diurétiques PEROS, adapter la supplémentation potassique et systématiquement à J3, nous allons effectuer un bilan biologique de contrôle comprenant un ionogramme sanguin et un NT-proBNP. Donc quelles sont les spécificités de l'entretien téléphonique? Donc c'est une évaluation, ce n'est ni une observation ni une auscultation. On ne réalise pas d'examen clinique de nos malades. Donc c'est essentiellement basé sur le ressenti du patient, sur sa capacité à interpréter ou non ses signes physiques. Donc est-ce que le patient va être capable de reconnaître ses œdèmes? Est-ce qu'il va être capable de quantifier son essoufflement ou encore par exemple de caractériser sa toux? Donc nous pouvons rencontrer plusieurs biais. Les patients qui sont dans le déni ou qui ont la volonté de ne pas être hospitalisés vont avoir tendance à minimiser leurs symptômes. Et à contrario, un patient particulièrement anxieux ou un conjoint inquiet vont avoir tendance à amplifier leurs symptômes. Il faut prêter attention aux patients qui ont des plaintes itératives et rester vigilant pour ne pas passer à côté d'un événement grave.
Donc la relation patient-soignant est également privilégiée. C'est vrai qu'avec mes collègues, nous sommes tous les trois issus de secteurs de soins et donc nous avions peur de perdre ce côté relationnel. Et finalement, c'est tout le contraire puisque le relationnel est omniprésent donc, dans cette activité de télésurveillance. On tisse des liens vraiment privilégiés avec nos patients, on est plongé dans leur quotidien et on devient souvent leurs interlocuteurs principaux. Et donc c'est très enrichissant pour nous et c'est souvent très rassurant pour le patient et pour son entourage. Il faut cependant faire attention à certaines dérives puisqu'on a certains patients qui finissent par nous appeler pour tous les problèmes en rapport avec l'hôpital et donc dans ces cas-là, il faut les écouter, les réorienter et puis les recadrer en douceur. Voilà. Donc lorsqu'une alerte est terminée, on réalise systématiquement un compte-rendu d'alerte qui est toujours envoyé au médecin traitant et au cardiologue traitant et qui est archivé dans notre hôpital. Donc, ce qui nous permet donc d'améliorer la coordination du parcours de soins et de renforcer le lien ville-hôpital. Donc, la communication avec le médecin traitant et le cardiologue traitant est très facilitée. On essaye également d'optimiser l'organisation des rendez-vous du patient lorsque on se rend compte qu'il y a des discordances dans son agenda. On a un lien étroit avec la réadaptation cardiaque et nous sommes en contact très régulier avec les laboratoires d'analyse et avec les infirmiers libéraux qui nous sont d'une grande aide pour l'évaluation et le suivi de nos patients. Des exemples de télésurveillance. Donc là, je vais vous présenter un cas simple. Donc nous avons monsieur Jean-Pierre qui est suivi pour une CMD non ischémique avec une FEVG à 27%. Il est télésurveillé à la suite d'une hospitalisation pour décompensation cardiaque et aujourd'hui donc il présente une alerte donc suite à une prise de poids de 3,4 kg en 2 jours et il déclare comme symptômes une dyspnée nocturne, une orthopnée, l'apparition d'œdème, une fatigue et une faiblesse. Donc sur notre tableau de bord, vous voyez en haut la courbe de poids qui s'affiche et donc on voit très clairement que son poids est en nette augmentation donc sur ces 2 derniers jours. Et en dessous, vous pouvez voir donc qui apparaît en rouge les différents symptômes qui ont été déclarés par notre malade. Donc nous allons réaliser une évaluation téléphonique du patient. Donc nous recherchons les signes de gravité, donc il n'en présente pas. Nous recherchons donc le facteur déclenchant de la décompensation cardiaque. Et donc là, notre patient, il a eu une fête de famille, il a mangé barbecue, donc il a fait un écart de régime pauvre en sel. Nous allons majorer son traitement diurétique pendant 3 jours et au décours, nous allons effectuer une surveillance biologique. Par la suite, donc, nous continuons à surveiller, donc nous surveillons quotidiennement notre malade et donc on peut se rendre compte qu'au terme des 3 jours des modifications thérapeutiques, notre patient est revenu à son poids sec et qu'il ne déclare plus aucun symptôme d'insuffisance cardiaque. Il est donc stabilisé et nous avons évité l'hospitalisation. Et c'est parfois un peu plus difficile. Et comme vous l'a dit Aurélia, la gestion téléphonique des patients à distance, c'est une pratique, un exercice qu'on n'a tous pas l'habitude d'avoir et auquel il faut prendre en considération un certain nombre de choses. On est au quotidien auprès des patients puisqu'on surveille leur poids tous les jours et donc on se rend régulièrement compte qu'en fait nos patients en soins cardiaques ne sont pas complètement observants, enfin en tout cas pas autant qu'on souhaiterait qu'ils le soient. Et puis parfois ils ne sont pas capables de comprendre leurs symptômes ou ils les minimisent pour des raisons qui sont parfois assez difficiles à comprendre. Ce patient par exemple ne fait que prendre du poids sans ne jamais déclarer aucun symptôme, en particulier pas d'œdème des membres inférieurs. Donc entre le 18 et le début du mois, il a pris 6 kilos. On a du mal à imaginer qu'il n'ait absolument aucun œdème des membres inférieurs et qu'il n'y ait pas de modification de sa dyspnée. En fait, ce patient avait très peur de répondre oui aux questions parce qu'il avait peur de finir à l'hôpital. Donc il a fallu des mois et des mois pour lui expliquer que l'intérêt de la télésurveillance était justement d'éviter les hospitalisations. Puis comme on n'y arrivait vraiment pas, on a fini par faire en sorte qu'il y ait une mise en place d'infirmières libérales à domicile de manière à ce que le remplissage du questionnaire et la pesée se fassent en présence de l'infirmier au domicile. À partir de là, on a commencé à avoir des données fiables sur les symptômes, un poids fiable, et puis on a réussi à faire en sorte que le patient retrouve son poids sec de manière un peu plus simple. Il y a un deuxième problème auquel on est confronté régulièrement, c'est le problème du poids sec. Le poids sec, il est évolutif dans le temps chez des patients qui sont en soins cardiaques sévères, qui se dénutrissent parfois plus vite qu'ils ne prennent de poids. Et donc, en consultation, on réactualise la question du poids sec. Et donc, il faut réellement avoir cette collaboration entre les infirmiers qui assurent la télésurveillance et le cardiologue, de manière à pouvoir réajuster ce poids. Donc, on profite de toutes les consultations pour le réajuster. Et puis, on va passer à la question de la consultation non programmée, qui est nécessaire dans certaines situations compliquées, qui dépend de l'organisation des équipes,
En pratique, certaines équipes ont fait le choix de faire systématiquement une consultation non programmée à chaque alerte dans un cadre d'un business plan présenté à leur administration hospitalière. Nous, à Mondor, on a fait le choix de ne voir les patients que quand cela était absolument nécessaire parce qu'on avait du mal à comprendre comment adapter les thérapeutiques et pour confirmer ou infirmer le recours à une hospitalisation. Comme vous l'a dit Aurélia tout à l'heure, il est difficile d'effectuer un examen clinique, enfin voire impossible d'effectuer un examen clinique par téléphone. La question du poids sec est complexe. Les variables biologiques ne sont que des variables biologiques et donc pas complètement fiables. Et donc dans certaines situations, quand on voit le poids diminuer, mais le NT-proBNP augmenter et puis la fonction rénale s'altérer, on est dans des situations où on a besoin d'examiner le patient et donc à ce moment-là, on va le faire venir en consultation. On va également le faire venir en consultation quand les thérapeutiques qu'on a mises en place ne permettent pas d'amélioration clinique pour essayer de voir s'il n'y a pas un autre facteur explicatif à la dégradation du patient. Donc en pratique, une consultation non programmée, il faut prévoir un box, ce qui est souvent difficile. Donc chez nous, ça se fait entre midi et 14 heures quand les consultants du matin ont terminé, les consultants de l'après-midi n'ont pas encore commencé. Il faut récupérer le bilan biologique qui a été fait en ville, se remettre dans le dossier du patient, reprendre les antécédents, l'anamnèse. Et puis, on réalise classiquement un examen physique, une mesure des paramètres vitaux, du poids, l'électrocardiogramme, comme toute consultation classique. Et au décours de cette consultation, soit le patient va pouvoir rentrer à domicile avec une adaptation thérapeutique, ou alors il va falloir l'hospitaliser ou l'orienter vers un autre spécialiste. La dernière question de ce topo, c'est quand arrêter la télésurveillance. Alors, ce que nous dit la loi, c'est que tous les 6 mois, il faut se poser la question de la pertinence de continuer à télésurveiller un patient. Il faut qu'il corresponde toujours aux critères d'inclusion et qu'il n'ait pas de nouveaux critères d'exclusion qui soient apparus dans l'intervalle. Il y a certains motifs d'arrêt qui sont indiscutables. Le patient qui est malheureusement décédé ou en fin de vie, ou plus heureusement, le patient qui a été greffé ou assisté. Le patient dialysé, c'est un critère d'exclusion. Et puis, heureusement, il y a certains patients aussi qu'on arrive à améliorer et pour lesquels on peut interrompre l'activité de télésurveillance. Et puis parfois, il y a des cas un peu plus difficiles. Chez le patient, par exemple, qui génère très peu d'alertes, on a tendance à se dire qu'il faut bien monter en charge, mais on peut difficilement télésurveiller tout le monde et que le patient qui a tiré un bénéfice de la télésurveillance, qu'on a stabilisé, qui a bien compris via l'accompagnement thérapeutique comment adapter ses doses de diurétiques, et peut-être qu'à un moment donné, il faut interrompre cette télésurveillance. Alors c'est souvent le cas le plus compliqué, parce que expliquer à un patient quand il va arrêter d'être en contact avec l'hôpital, c'est difficile. Ça m'est arrivé hier en consultation, où ça fait 6 mois que j'essaye de négocier avec un patient qu'on interrompe la télésurveillance. En pratique, il correspond toujours aux critères étapes, mais à chaque fois, il me dit non, moi je suis hyper rassurée de cette activité télésurveillance. Certes, j'ai tout compris et je sais exactement comment adapter mes diurétiques, mais savoir qu'il y a Sandrine, Aurélia et Michel au bout du téléphone, je ne peux pas m'en passer. Bon. Dans d'autres cas de figure, c'est plus compliqué. On a des patients qui vont générer beaucoup d'alertes, qui vont être très chronophages, en particulier quand ils sont inobservants. Pour le coup, c'est difficile. On passe 6 mois à essayer de les éduquer, à leur demander d'adapter leur traitement. Parfois, quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et c'est d'autant plus difficile quand les patients ne prennent pas la peine de répondre au téléphone, de réaliser les bilans biologiques. Voilà. Il y a certains patients qui rendent la prise en charge en télésurveillance compliquée. Je pense que dans ces cas-là, il faut systématiquement se poser la question du pourquoi. Est-ce qu'on n'a pas des solutions, des stratégies, comme je vous ai montré avec la mise en place de passages infirmiers au domicile pour améliorer l'observance, y compris de la pesée du remplissage des questionnaires, mais aussi des traitements. Et puis se demander si ce n'est pas une incompréhension de la maladie, un déni sur lesquels on peut accompagner le patient dans son parcours avant de mettre une fin définitive pour cause d'inobservance. Donc en conclusion, l'activité de télésurveillance dans le domaine de l'insuffisance cardiaque, c'est une activité à part entière avec une nouvelle modalité d'exercice pour nous tous et un réel apprentissage. Elle a réellement, je pense, sa place dans le parcours de soins du patient. Ça permet de souder l'activité entre le domicile du patient, la ville et l'hôpital, qui sont la triade absolument nécessaire à la prise en charge du patient en soins cardiaques. Je vous remercie pour votre attention et puis on se retrouve dans quelques minutes si vous avez des questions. Et d'ici là, on vous montre le petit film sur l'activité de télésurveillance. Merci à tous. Merci. Bonjour Aurélia. Je souhaiterais inclure Monsieur Jean-Pierre en télésurveillance
Il s'agit d'un patient que je suis en consultation pour une CMD à coronaire saine, qui est actuellement hospitalisé pour une décompensation cardiaque. Très bien Sylvia, je te propose qu'on regarde la fiche d'inclusion ensemble. J'ai reçu le colis, j'ai déballé la balance, j'ai la tablette avec, bien sûr. D'accord, donc je voulais juste simplement vous rappeler qu'il est essentiel donc de vous peser tous les jours dans les mêmes conditions. Suivant. Toussez-vous plus que d'habitude? Donc ce matin, j'ai une alerte de télésurveillance pour monsieur Jean-Pierre. Il a pris 2 kilos en 2 jours et il signale des œdèmes, une fatigue et une faiblesse. Je vais donc contacter le patient, mais avant cela, je vais consulter son dossier médical. Oui, bien fatigué. Et j'ai des œdèmes sur tous les mollets et les chevilles. D'accord, et donc quand vous appuyez sur vos chevilles, est-ce que la trace des doigts persiste? Très bien. Est-ce que vous toussez plus que d'habitude? Par rapport à vos traitements, avez-vous rencontré des difficultés pour les prendre ces derniers jours? On a fait un petit barbecue avec les enfants, saucisses, grillades, bon. D'accord. Donc d'après ce que vous me racontez, là, monsieur Jean-Pierre, il est très probable que ce soit le repas plus salé en famille que vous avez fait ce week-end, qui soit à l'origine de votre prise de poids. Donc là, l'objectif pour nous, ça va être d'éliminer l'excès d'eau qu'il y a dans votre corps. Pour cela, nous allons augmenter la dose de votre diurétique, donc le furosémide. Ce que je vais faire, c'est que je vais faxer directement l'ordonnance avec la modification des traitements à votre pharmacien. Comme ça, vous pourrez récupérer vos médicaments dès cet après-midi. Et je vais faxer l'ordonnance pour réaliser votre prise de sang jeudi directement au laboratoire. Dans 3 jours, oui. Merci beaucoup Aurélia. Au revoir Aurélia. Donc les résultats sont bons, votre taux de potassium est dans les normes et votre fonction rénale est stable. Ah oui, bien mieux, même au niveau souffle. Nettement diminué. Très bien, donc c'est très positif. Pour la suite, monsieur Jean-Pierre, il va falloir bien continuer à vous peser tous les jours dans les mêmes conditions. Donc ce jour, j'ai également une alerte pour madame Iris. Elle a pris 6 kilos en 3 jours et elle déclare comme symptôme de la dyspnée et une fatigue. Oui, bonjour madame Iris, excusez-moi de vous déranger, je suis Aurélia, infirmière de la cellule d'insuffisance cardiaque de l'hôpital Henri Mondor. D'accord, donc devant les symptômes que vous présentez madame Iris, c'est-à-dire une prise de poids conséquente avec un essoufflement à la parole, je souhaiterais pouvoir vous voir en consultation dès que possible aujourd'hui. Oui, Sylvia, je peux te déranger une minute? Je pense que tu as très bien fait de prévoir une consultation d'urgence. On la voit ensemble à 14h, je vais bientôt avoir fini ma consultation, donc il n'y a pas de problème. Par contre, je pense qu'il faudrait qu'on lui bloque un lit en hospitalisation. D'accord, très bien. Donc je réserve tout de suite une place pour une éventuelle hospitalisation pour la patiente. Oui, allô? Bonjour Aurélia, je voulais te donner de bonnes nouvelles de madame Iris qui va beaucoup mieux, qui a très bien répondu au traitement diurétique et qui va pouvoir rentrer à la maison. Très bien, donc elle sort aujourd'hui et on reprend la télésurveillance à partir de demain. Parfait, et je mets ça en route. Merci Sylvia. Merci à tous d'avoir écouté donc, ces webinaires. Donc on va attaquer la deuxième table ronde.
Donc vous l'avez bien compris, ce qu'on essaye de promouvoir, c'est une amélioration et une optimisation bien sûr de l'insuffisance cardiaque en France, et de donner vraiment et de pouvoir encadrer ce rôle des infirmières spécialisées en insuffisance cardiaque de façon à ce qu'elles puissent travailler en sécurité au bénéfice du patient. Comme vous pouvez le voir, il y a une chose très importante dans notre équipe, je crois que ce qu'on peut le dire, c'est la confiance qu'on a tous ensemble, et c'est vraiment un travail collectif. Et notre volonté a été, notre souhait a été vraiment de pouvoir encadrer tout ça et de vous donner la possibilité de le développer et de prendre donc tout ce travail à votre compte pour améliorer la prise en charge de vos patients. Alors, vous avez vu en fait dans tout ce travail et dans ce webinaire, ce qui est le plus important, c'est le patient. Et évidemment, on a fait beaucoup de sciences ou de médecine, mais ça nous semblait aussi important que vous ayez le retour concret d'un patient. Et donc, on vous a fait une petite vidéo sur qu'est-ce que pensent les patients de cette prise en charge en C6. Ça fait 3 ans et demi que l'hôpital Mondor, au 12e étage, me suit. Et depuis que nous avons eu la balance connectée, ça a changé énormément. Mais avant, si vous voulez, c'était moi qui gérais, dans la mesure que je gérais mal. Avec la balance connectée, le suivi que vous nous faites, ça a changé ma vie à 100%. Déjà parce que vous répondez dans les 2 heures ou 3 heures après que vous avez vu le résultat de la balance connectée, et on intervient, on discute. Ce qui s'est passé, pourquoi j'ai grossi, suivi, déjà, moi, ça m'a changé à 100%, je suis plus tranquille. Je suis plus tranquille avec vous à côté, si vous voulez, même si vous êtes loin. Mais pour moi, vous êtes à côté. Voilà, c'est une très courte vidéo, mais qui explique bien ce qui nous porte en fait, hein, c'est nos patients. Et on voit maintenant qu'on a mis en place cette C6 et qui marche, le bénéfice que les patients en tirent et à quel point ça améliore leur prise en charge et leur retour est toujours assez impressionnant. Et voilà. Donc je vous laisse chatter et poser toutes les questions que vous voulez. Alors on va reprendre déjà une question, c'était comment on travaille avec les infirmières Prado. Je crois qu'en fait les infirmières Prado sont très complémentaires. Je me tourne vers Aurélia qui peut peut-être expliquer comment ça se passe, mais en fait l'infirmière Prado c'est le bras armé en fait de la C6 au domicile du patient, et il y a vraiment une complémentarité totale entre les ISPIC et les infirmières Prado. Aurélia, tu veux? Donc les infirmières Prado, elles vont passer au domicile du patient, donc elles vont avoir un contact hebdomadaire avec lui pendant 2 mois. Donc ça leur permet, nous voilà, on est en contact téléphonique, donc c'est différent. Donc ça leur permet vraiment d'éduquer le patient sur les différents signes de l'insuffisance cardiaque. Et donc c'est complémentaire, c'est un travail en amont, et puis nous on le poursuit et on est complémentaire par la suite sur la durée et sur la distance. Voilà. Merci Aurélia. Donc il y avait une question aussi sur l'articulation avec la médecine de ville. Sylvia, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dans ton expérience? Comment ça se passe? Comme vous l'a présenté Aurélia, on est en permanence, on informe en tout cas de notre activité de télésurveillance les médecins de ville, aussi bien généralistes que cardiologues traitants. Étant donné qu'il y a un certain nombre de cardiologues traitants, en tout cas dans le 94, qui commencent à eux-mêmes développer leur activité de télésurveillance, on essaye de prendre contact avec eux pour vérifier qu'ils n'ont pas initié une activité de télésurveillance avant de télésurveiller leurs patients. On les prévient systématiquement via un courrier. Et puis, à chaque fois qu'il y a une alerte qui est générée ou un recours à une hospitalisation, l'ensemble des médecins de ville sont prévenus de manière à ce qu'on puisse se coordonner. Comme Aurélia vous l'a expliqué aussi, dans certains cas de figure, la télésurveillance va dépister des événements qui ne sont pas cardiologiques, pas en lien avec l'insuffisance cardiaque. Et donc, il va falloir savoir orienter les patients vers leur médecin généraliste ou leur cardiologue de ville. Et au final, je trouve qu'on y arrive quand même plutôt pas mal. Mais ce qui, encore une fois, nécessite de se faire tout un réseau dans le département où on travaille. Et c'est vrai que c'est dans ce contexte-là que des patients qui sont géographiquement très éloignés, ça peut rendre un peu difficile justement cette collaboration entre la médecine de ville et l'hôpital. Alors justement, pour cet échange avec la médecine de ville, donc il y a bien sûr les comptes rendus que vous faites, et on a fait également des documents qui vont vous être fournis avec le nom de votre centre, hein. Il y a bien sûr le document, le petit flyer pour expliquer aux patients la télésurveillance, pour expliquer l'insuffisance cardiaque, et également un document
qui explique ce que c'est que la C6 que vous pouvez donc adresser à vos correspondants. Sachant que vous l'avez compris, tout ce qu'on essaye de faire, c'est, on a mis beaucoup d'énergie et de temps à bâtir tout ça, et l'idée est vraiment de partager avec vous et que vous puissiez après prendre ces documents, en faire ce que vous voulez, et vous en servir bien sûr pour vous aider dans votre pratique. Alors, il y avait encore d'autres questions, Sylvia? On nous demande si on a eu des retours de leur part. Alors, pour le coup, c'est vrai qu'on ne l'a pas montré dans le diaporama, mais on a en particulier un mail d'un médecin généraliste qui nous avait expliqué par mail à quel point la cellule de coordination d'incidence cardiaque lui était utile dans la compréhension aussi et l'aide à la prise en charge de ces patients. Parce que les médecins généralistes, je pense, sont quand même relativement en difficulté avec des patients à insuffisance cardiaque sévère qui ont des doses importantes de diurétiques. Et donc, effectivement, ça nous arrive d'avoir des retours qui sont extrêmement positifs, y compris de la part des médecins de ville. Il faut savoir donc qu'on transmet aux patients le flyer et surtout un numéro de téléphone. Et donc le patient a un numéro de téléphone ou appeler. On a vu qu'ils appelaient fréquemment, peut-être un peu trop des fois. Et ce numéro de téléphone, bien sûr, va permettre aux infirmières de ville ou aux infirmières de Prado ou aux médecins d'appeler quand il y a un souci. Et donc c'est vrai que cette cellule de coordination, ça a changé complètement notre pratique. C'est vrai que c'est difficile de joindre l'hôpital, mais là, grâce à vous, grâce à toute l'équipe, on devient joignable et on devient vraiment une réponse à tout ce qui se passe en ville. Et on sait à quel point, pour ces patients très sévères, à quel point c'est compliqué pour nos collègues de ville de gérer des patients où, évidemment, l'expertise n'y est pas forcément, bien sûr, en médecine de ville généraliste ou infirmière. On nous a posé une question sur le remboursement, enfin qui paye la tablette, Thibaut, est-ce que... Ouais. Alors la tablette, on va revenir sur la tablette, ce fameux outil. Donc la tablette, c'est un prestataire de service, tout dépend du prestataire que vous prenez. Hein. Chaque prestataire a des outils, voilà. Et donc la tablette et la balance connectée sont fournis par les prestataires. Donc nous, on a un prestataire, on est parti avec celui-là, c'est Chronic Care Connect, mais on sait donc qu'il y en a d'autres. Et donc sur la tablette Chronic Care Connect, on nous posait une question sur le nombre d'items et sur ces items. Oui. Aurélia, tu peux nous détailler? Oui, donc vous pouvez voir les items. Donc sur le livret, c'est sur la page 1 cas simple, donc qui reprend les 8 items, donc qui correspondent finalement aux symptômes de l'insuffisance cardiaque. Donc il y a la dyspnée nocturne, l'orthopnée, la toux, les œdèmes, la fatigue, les palpitations, la faiblesse et aussi la fièvre qui peut être un facteur déclenchant. Donc en fait, ces items ne sont pas présentés comme ça aux patients sur la tablette. En fait, ils ont 8 questions très simples qui leur sont formulées et donc ils y répondent par oui ou par non. Et donc c'est ce qui permet de refléter l'émergence d'un symptôme. Et en fait, ce qui nous intéresse, donc on n'a pas d'échelle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de voir l'aggravation ou la majoration d'un symptôme, parce que nos patients sont parfois symptomatiques au quotidien. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir s'ils décompensent et donc s'il y a un symptôme qui se majore par rapport aux jours précédents, et donc c'est ce que nous leur demandons en répondant oui ou non. Est-ce que c'est plus que la veille ou que les jours précédents? Et si, je crois que la tablette, ça fait partie aussi c'est remboursé par la sécurité sociale pendant 6 mois. Tout est pris en charge pendant 6 mois par la sécurité sociale. Voilà. Armelle vous présentera la réglementation sur la semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être vraiment pour essayer de vous aider. Maintenant, après vous avoir, on espère, convaincu de l'intérêt de la C6, comment la mettre en place et bien comprendre tous ces soucis administratifs, mais qui sont essentiels à comprendre pour pouvoir avancer. Alors, encore des questions sur le chat. Est-ce que, Aurélia, tu assures également la télésurveillance des pacemakers et des défibrillateurs? Alors non, puisque nous avons également dans notre hôpital la chance d'avoir une unité de télérythmologie. Et donc, nous avons une équipe qui est dédiée à cela, avec des rythmologues et actuellement une infirmière, bientôt 2. Et par contre, on travaille en étroite collaboration, l'équipe de télérythmologie et nous, puisqu'on a des patients qui sont et télésurveillés et en télérythmologie. Donc, dans ces cas-là, on s'appelle très régulièrement pour nous informer de l'évolution de l'état de santé de nos patients ou lorsqu'il y a des événements. Et on nous demande combien de patients sont télésurveillés dans notre centre? Alors, actuellement, notre file active, je crois qu'elle est d'environ une centaine de patients. Voilà, la file active, évidemment, change en permanence, parce qu'il y a des patients qui rentrent et qui sortent. Et puis, donc, nous avons actuellement 3 infirmiers, on va avoir un 4e, donc ça peut paraître peu vu le nombre d'infirmiers. Mais comme vous l'avez compris, nos infirmiers sont aussi là pour aider à monter cette filière insuffisance cardiaque et C6 en France. Et ils passent beaucoup de temps à la formation des autres infirmiers et puis à faire ces webinars, etc. Donc, on espère pouvoir monter plus, mais effectivement, c'est compliqué si on veut pouvoir aider les autres et vous à monter votre C6. Il faut voir aussi que 80% de nos patients sont très sévères.
C'est-à-dire qu'on a réussi à graduer les patients en fonction de la sévérité. Et donc, on a des patients qui font beaucoup d'alertes. Et le choix, justement, des patients que vous télésurveillez est très important pour ne pas être submergé d'alertes. Et donc, il faut vraiment... on commence à mieux comprendre, à mieux comprendre ce système de télésurveillance. Et la sélection des patients à télésurveiller est vraiment capitale. Voilà. Sylvia, veux-tu rajouter quelque chose sur... Non, par contre, je voudrais insister sur l'important, enfin, sur ce que je disais tout à l'heure sur les consultations non programmées. Effectivement, on me fait remarquer qu'on a peut-être été flou sur ce sujet-là. La consultation non programmée est réalisée par l'infirmier télésurveillant en collaboration avec le cardiologue. Donc, c'est comme pour les consultations de titration. Si c'est de la délégation de tâches, si l'infirmier ne rencontre pas de difficulté, il pourra faire la consultation seul. S'il est en difficulté, il fera appel à son médecin délégant. En général, les consultations non programmées, c'est régulièrement que même le médecin délégant se retrouve a des difficultés à comprendre quel était l'état de volémie du patient. Donc régulièrement, on est quand même sollicité. Donc les infirmiers s'assurent qu'on est disponible au moment où ils prévoient la consultation non programmée. Alors une question, c'est quand est-ce qu'on a démarré cette C6? Alors ça fait maintenant plus de... ça passe vite, 2017 quoi, donc ça fait 4 ans à peu près, un peu plus. Il faut savoir qu'on a monté les choses très progressivement puisqu'il a fallu construire le protocole de coopération, travailler avec les ARS, l'HAS et le CNP pour qu'il soit accepté et validé. Et donc on a fait un travail vraiment à plusieurs cerveaux. Diane Baudez et les infirmiers Michel Freula et Sandrine Diaz et Armel Duchesne, notre cadre, ont construit vraiment le protocole de coopération. Et moi-même, j'ai essayé d'ouvrir les portes des différentes institutions pour qu'on arrive à le pousser. Donc ça s'est fait vraiment très très progressivement. Et puis au début, bien sûr, nos infirmiers ont travaillé, et ça c'est important que vous compreniez bien, sous notre compagnonnage en fait de cardiologue, avant de pouvoir bien sûr être totalement en autonomie. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'il faut faire la formation pour pouvoir débuter. Non, il faut débuter en amont de la formation, mais effectivement, il faut que les actes soient validés à ce moment-là par un cardiologue avant d'être en autonomie. Ça c'est une question qui revient souvent. Donc voilà, vous pouvez débuter dès à présent, à partir du moment, bien sûr, où vous avez le temps, et surtout de travailler en confiance, les uns avec les autres. Alors, est-ce que nous avons une réévaluation en consultation en HDJ systématique des patients en fin de télésurveillance? Pas forcément, autant en fin de titration, on fait une réévaluation, en hôpital de jour avec au moins une échocardiographie qui est une réévaluation médicale. En fin de télésurveillance, encore une fois, selon les critères d'interruption de la télésurveillance, c'est soit des critères qui sont évidents et ça peut tout à fait être fait dans le cadre d'une discussion téléphonique ou d'une téléconsultation avec le patient. Et puis parfois, c'est discuté effectivement en consultation. Pour moi, la plupart de mes patients, je les vois tous les 6 mois. Donc ceux qui sont télésurveillés, c'est à ce moment-là que je me pose la question du renouvellement de la télésurveillance ou pas. Alors encore une question pour Aurélia. Est-ce que l'équipe d'IDE est à temps plein en suivi des patients insuffisants cardiaques? Eh bien oui. Donc oui, depuis peu, nous sommes 3 à temps plein. Donc oui, c'est sûr que c'est une chance et en fait, c'est nécessaire. Parce que entre l'activité de titration, de télésurveillance, la coordination de nos patients, c'est vrai que c'est essentiel d'être à temps plein. Voilà, donc c'est sûr que l'activité de titration est aussi importante. On a parlé de l'activité de télésurveillance, mais en titration, il y a plus de 500 patients qui ont été titrés maintenant dans notre centre par nos infirmiers, à raison à peu près de 3,9, 4 consultations en moyenne par patient. Donc vous imaginez effectivement le nombre de patients optimisés. Et effectivement, pour faire la télésurveillance, il faut être là tous les jours en fait, et que ça puisse être assuré. Donc nos infirmiers, bien sûr, font le relais, mais une télésurveillance, c'est du temps plein. Et ce qui explique probablement, bien que bien sûr la cardiologie de ville s'est lancée dans la télésurveillance à juste titre, mais au quotidien, nos cardiologues de ville sont limités par le nombre de patients à télésurveiller et puis sur assurer la continuité quand ils sont en vacances. Voilà. Donc c'est vrai qu'avoir plusieurs infirmiers, ça nous donne cette possibilité de se relayer. On a eu des arrêts maladie, des arrêts congés maternité qui arrivent, etc. Et effectivement, quand on est plusieurs, c'est plus facile pour assurer la continuité des soins qui est indispensable chez nos patients. Et ça nous permet de moduler, bien sûr, avec la priorité à la télésurveillance du point de vue médico-légal qui doit être continue, et les consultations de titration qui s'adaptent en fonction, bien sûr, de la présence et des vacances, bien sûr, des infirmiers. Thibaut, tu parlais tout à l'heure de patients sévères. On nous demande quels sont nos critères de sévérité.
Alors on peut vous les donner, et je crois que c'est important parce qu'on a fait pas mal de documents qu'on a créés vraiment au fur et à mesure de notre progression dans la compréhension de comment fonctionner en équipe comme cela. Donc dans les documents, il y a une charte aussi qui est très importante, je pense qu'on y reviendra, d'inscription du patient, qui est validée par le patient. Et sur les critères de sévérité, c'est le nombre de décompensations cardiaques réalisées dans l'année, le choc cardiogénique, un choc cardiogénique également. C'est une cardiopathie sévère, style amyloïde, et des comorbidités associées. Voilà. Mais on a toute une liste qui est également associée à une fiche d'inclusion. Cette fiche d'inclusion est vraiment importante parce que ça permet au médecin qui va sélectionner le patient en unité, en salle ou en consultation, d'avoir un document à transmettre où il va indiquer son souhait, quelques données caractéristiques sur la pathologie, sur la gravité, le NT-proBNP, la FEVG. Il va dire s'il veut une consultation de titration et indiquer ce qu'il souhaiterait voir titrer en priorité ou quels sont ses objectifs. S'il y a une télésurveillance, les facteurs de bonne réponse à la télésurveillance sur les distances, la cognition, etc., etc. Et puis ces facteurs de gravité, ce qui permet déjà à l'infirmier, quand il va recevoir la demande, de pouvoir mieux comprendre en fait ce qu'il doit le faire et comment organiser la suite pour le patient. Donc il y a tous ces outils qu'on a été amenés à créer qui sont vraiment indispensables et qu'on va vous communiquer pour gagner du temps. C'est vraiment ça notre objectif, vous puissiez vous lancer et gagner le temps qu'on a perdu à essayer de comprendre comment tout ça doit être mis en place. Il y a probablement autre chose qui est important, c'est la dose de diurétique. Les patients qui ont malheureusement une dose de diurétique qui est déjà maximale, 1000 mg de furosémide, un peu d'Isidrex et de l'aldactone, ces patients-là en télésurveillance, à part regarder le poids augmenter et évaluer le bon moment pour les faire hospitaliser pour une cure de diurétique en IV, éventuellement, dans le cadre de développement de prise en charge en hospitalisation à domicile, on pourrait tout à fait envisager une hospitalisation à domicile, mais c'est vrai que la dose de diurétique fait aussi partie des critères de sévérité des patients. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a appris tous ensemble, c'est que au début, on avait eu tendance à mettre des patients très très sévères, c'est-à-dire globalement des patients avec syndrome cardio-rénal à dose maximale de diurétique type furosémide, mais également avec des diurétiques thiazidiques, et donc on arrivait à avoir aucune possibilité de moduler le traitement à distance, puisqu'ils étaient déjà à dose maximale et que la seule chose vraiment qui était indiquée, c'était finalement la mise en place de la dialyse, avec toujours les particularités de cette mise en place de la dialyse chez les patients en soins cardiaques en France, où ça traîne vraiment et ces patients peuvent attendre des mois avant d'être mis sous dialyse. Et là, clairement, ces patients, ce n'est pas des bonnes indications à la télésurveillance, et on revient sur cette indication, parce que finalement, nos infirmiers n'ont aucune possibilité de modifier les traitements et que la seule solution, c'est de rapatrier le patient. Et donc, ces patients, ils peuvent effectivement monter sur leur balance ou nous appeler, et globalement, ils ont tellement d'alertes que c'est des alertes quasi hebdomadaires. Et donc, ça prend beaucoup de temps à nos infirmiers. Et vous allez être confrontés sûrement au nombre de patients à télésurveiller qui doit être sûrement très important, et à vos capacités en termes de temps de télésurveillance à donner, et sélectionner les patients pour qui la télésurveillance va être bénéfique. C'est des choses en fait que vous allez comprendre rapidement, et qu'il faut avoir des patients pour qui ça va avoir un bénéfice et qui font pas trop d'alerte, sinon vous êtes limité en nombre de patients. Aurélia, on pose une question sur l'accompagnement thérapeutique. Donc oui, nous, à Henri Mondor, on a fait le choix d'assurer nous-mêmes les séances d'accompagnement thérapeutique. Ça renforce encore plus le lien avec le patient, mais aussi avec son entourage, parce que le régime hyposodé, parfois, c'est l'épouse qui s'en occupe. Voilà, donc oui, on a fait le choix de les réaliser nous-mêmes, et donc on le fait actuellement donc par téléphone, donc en téléconsultation, ça peut être lors d'alerte ou en plus. Et on n'a pas encore eu l'occasion de le faire en présentiel. Peut-être que quand notre équipe s'étoffera encore plus, nous aurons l'occasion de créer des séances d'ATP, mais voilà, c'est pas encore le cas. Vous pouvez brancher vos vidéos si vous voulez, je pense, poser des questions. N'hésitez pas, c'est vrai qu'on est très nombreux, mais c'est plutôt bien cette interaction. On a très envie de vous voir aussi. Ouais. Donc Aurélia, pour toi, parce qu'en attendant les questions, je ne sais pas si on peut nous les faire défiler s'il y en a d'autres. Il y avait une question sur l'électrocardiogramme. Qui interprète l'électrocardiogramme? Donc, eh bien, c'est nous. On est formés par les cardiologues. Donc, pendant
Donc on a un compagnonnage quasiment donc d'un an pour les consultations de titration. Donc on n'est pas en autonomie tout de suite. Je crois qu'il y avait une question aussi là-dessus. Donc il faut savoir qu'au départ on fait des consultations où on est simplement des observateurs. Ensuite on réalise les consultations en binôme. Enfin on les réalise seuls et le cardiologue nous rejoint à la fin. Puis après il y a l'autonomie. Et donc pour le CG, effectivement, donc on les interprète seuls, mais évidemment il y a des critères où nous devons faire appel à notre délégant si l'espace PR s'allonge, si le QRS s'allonge, si la repolarisation est modifiée. Et de toute façon, comme vous l'avez dit Sandrine, on compare systématiquement le CG au moment de la consultation à celui qui précède. Et donc dès qu'il y a la moindre modification, nous faisons appel à notre délégant. Donc en fait on est en autonomie, mais évidemment on est sécurisé par le protocole. Où dès qu'il y a des modifications, donc nous appelons notre délégant. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut poser une question. On vous entend. Comme vous voulez, par texto ou par... je sais pas si c'est Rodolphe. Rodolphe Le Touzé. On vous entend. Oui. Si vous voulez poser une question, allez-y, vous êtes en ligne. Non, j'ai déjà posé mes questions et je vous remercie pour vos réponses. Merci à vous. J'espère que vous y voyez un bénéfice et que vous voyez vous attribuer tout ça en fait, Oui. pour lancer vos C6, Oui. le nom que vous voulez. Nous on a trouvé C6, mais vous pouvez prendre le nom que vous voulez. L'idée c'est vraiment, je crois que le protocole de coopération il est national, donc tout le monde peut se lancer dedans. C'est pour ça qu'on a voulu le créer. Vous avez bien compris en fait que on a tous des super initiatives dans nos hôpitaux, mais quand j'ai pris la présidence du GIC, ce que je voyais, c'est que la plupart des initiatives restaient locales et ne remontaient pas, n'étaient pas forcément bénéfiques aux autres, alors qu'il y avait un travail incroyable qui était fait et qui manquait un cadre, en fait, un cadre vraiment pour que les infirmiers puissent travailler en sécurité. C'est ce qu'Aurélia vous a dit, c'est que ce transfert de compétences, c'est comme une marche pour nos infirmiers, de pouvoir travailler en sécurité et bien sûr pour le bien du patient. Et il faut ce protocole en fait algorithmé, et je dis bien que les algorithmes aussi ont été créés par les infirmiers avec les cardiologues, mais c'est nos infirmiers qui ont créé les algorithmes et qui ont réussi vraiment à mettre et à construire au fur et à mesure du temps toutes les choses sur lesquelles ils pouvaient buter en fait. Et donc c'est vraiment quelque chose d'assez pragmatique. C'est pas un truc conceptualisé par un professeur isolé dans son bureau. Non, c'est les infirmiers qui ont fait les algorithmes avec l'aide de Diane et d'Armel. Alors, est-ce que vous avez envisagé d'utiliser une plateforme de partage d'informations pour communiquer avec les professionnels de ville et alimenter un dossier patient? Alors, ça, c'est comment on travaille au quotidien. Alors, tout d'abord, on a été obligé de créer notre propre logiciel qui s'appelle OSIX 51, qui a été créé par Michel Frelat, notre troisième infirmier. Alors, Michel n'est pas là aujourd'hui, il était là au premier webinaire, mais Michel, on te salue, mais en fait, il est en train de travailler pour nous. Il fait la télésurveillance des patients actuellement à l'hôpital Henri Mondor. Vous voyez, on est obligé d'assurer aussi la continuité. Et donc, on a créé un logiciel pour nos patients parce que très vite, en fait, quand on est toute une équipe à travailler, ça devient très compliqué. Le paperboard ou le fichier Excel ou les post-it, très vite, on arrive à saturation. Donc, on a un logiciel qui est dédié, qui remonte les alertes, etc. Et qui est vraiment, maintenant, on ne pourrait pas travailler sans ce logiciel. Et il est vraiment fondamental. Et là encore, c'est Michel qui l'a créé de manière très pragmatique pour nos infirmiers. Le coût de la plateforme, je vais répondre. Plateforme de partage d'informations avec la ville, c'est absolument génial. Ça serait le Graal. C'est encore une étape supplémentaire, un boulot supplémentaire. On va sûrement y arriver, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore créé. Évidemment, là, les problèmes majeurs, c'est la confidentialité, etc. Donc, il faudrait qu'on s'associe avec quelque chose d'existant pour pouvoir l'adapter, pour que les professionnels de ville reçoivent toutes les informations. Mais il faut savoir que les professionnels de ville reçoivent tous nos comptes rendus par email sécurisé via notre logiciel hospitalier qui s'appelle Orbis, où les infirmiers envoient les courriers systématiquement. Donc, il y a de la communication, il y a notre téléphone, mais on n'est pas encore passé sur un modèle d'interaction via une plateforme. C'est encore l'étape de plus. Peut-être avec le DMP. Voilà, le DMP, etc. Mais vous savez, c'est un peu le serpent de mer. Donc, vous voyez, on travaille par étapes. Et donc, Thibaut, il est 11h30 passé, ouais. On va peut-être
Voilà, donc il y a certaines plateformes qui sont déjà expérimentées en région, on le sait. On a pu avoir l'opportunité de s'inscrire sur une plateforme qui existe déjà, qui marche un petit peu comme WhatsApp mais sécurisée. Mais bon, il fallait reconstruire tout ça. Donc vous avez vu, on met beaucoup d'énergie et beaucoup de passion et qu'il nous manque encore du temps pour le faire. Mais on a compris le message. Donc créez votre C6, venez avec nous, puis on va créer la plateforme ensemble pour celle qui vous convient. Donc on devait finir à 11h30, on a déjà pris 5 minutes de retard. On voulait tous vous remercier pour vous être connectés à ce webinaire. On vous attend avec Armel la semaine prochaine pour passer sur comment créer votre C6 dans votre hôpital. Et puis j'espère que vous avez trouvé tout ce que vous vouliez en tout cas et qu'on vous a réussi à vous démontrer qu'on pouvait vraiment améliorer la prise en charge de l'insuffisance cardiaque en créant possiblement cette filière insuffisance cardiaque tous ensemble et en maillant le territoire de C6 et de ces fameux infirmiers ISPIC qui peuvent améliorer avec nous la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Merci. Merci à vous.